BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler d'énergie, on va parler de budget vert, on va parler quand même des élections américaines avec Anne Lauvergeon, mon invité. Bonsoir Anne Lauvergeon. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui coprésident de la commission simplification et réforme de l'État. J'ai envie de dire vaste sujet quand on voit qu'il y a 74% des Français qui pensent que la probabilité qu'on réduise les dépenses et qu'on réforme l'État n'est pas crédible. On y reviendra évidemment dans un instant, mais je voudrais d'abord parler à l'ancienne Sherpa de François Mitterrand sur cette élection américaine. L'enjeu, il est très important pour les Américains, évidemment, mais aussi très important pour la France et pour l'Europe, notamment sur le plan énergétique. Absolument. Comment vous regardez ? Écoutez, je pense que c'est d'abord pas très connu le fait que entre 2009, c'est-à-dire Obama, et maintenant 2024, il y a une énorme révolution énergétique aux États-Unis et quelque part dans le monde. Les États-Unis sont devenus le premier exportateur de pétrole au monde. Et ils sont devenus aussi le premier exportateur de gaz au monde. Alors, ils n'ont pas les plus grosses réserves, mais ils ont su effectivement développer de manière extraordinaire leur production. Donc, on a des États-Unis aujourd'hui avec cette force et, très honnêtement, malgré des nuances entre les démocrates et les républicains, Kamala Harris, par exemple, a émis des doutes à un moment donné sur la fracturation, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, 2019. Elle a totalement fait machine arrière depuis qu'elle est candidate. Il y a donc un consensus avec quelques nuances sur le fait que les États-Unis doivent produire le plus possible. Il y a un consensus énergétique au moins. Consensus énergétique avec aussi la mise en place de l'IRA, qui est quelque chose qui est... là aussi est passé un peu inaperçu en Europe, alors que c'est énorme. Non, je peux vous dire que, c'est gigantesque. On en parle très souvent, là, à Nouvel-Argent. C'est gigantesque, c'est effectivement... L'arme fatale, moi j'appelle ça. Ouais. L'arme fatale pour attirer tous les investissements de décarbonation. Mais donc en fait, si je vous écoute, de ce point de vue-là, en tous les cas, que ça soit Kamala Harris ou Donald Trump, ça ne change pas grand-chose. Dans le domaine de l'énergie, non. Et dans le domaine économique, plus généralement, ça change quelque chose pour la France et l'Europe ? Je ne pense pas à court terme. Alors, il faut bien voir aussi que nous sommes devenus très dépendants des États-Unis. Oui, d'où ma question. Oui. On ne le sait pas dans l'énergie. Le gaz russe a été largement remplacé par du GNL américain, plus cher, et du GNL américain qui est produit à 80% à partir de gaz de schiste. Et on est donc dans cette situation quand même un petit peu étrange, où on s'est interdit non seulement de prospecter, d'exploiter, et même de faire de la recherche pour améliorer les technologies et les rendre plus environnementalement acceptables. Et puis, on importe massivement du gaz de schiste liquéfié, qui en plus... le liquéfié, ça demande beaucoup d'énergie. Traverser l'Atlantique, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Ah oui, soi-disant, c'est vert. Et puis, c'est une dépendance très significative. Alors aujourd'hui, un Européen paye son énergie à peu près 4 fois plus cher qu'un Américain. Alors pour la compétitivité de nos entreprises, pour, je dirais, notre indépendance énergétique, quand même, c'est un sujet très important, on est dans une situation quand même, on est tombé un peu de Caraïbes dans Scylla. Oui, cela dit, le GNL, c'est peut-être ça qui va nous permettre de passer l'hiver, d'avoir chaud cet hiver. C'est pour ça qu'on n'aura aucun problème cet hiver, de gaz en tout cas, on va passer l'hiver en douceur. Alors, on va parler de ce budget 2025 rapidement, juste ce que vous en pensez, avant de se focaliser sur la taxe sur l'électricité qui est devenue un enjeu politique, une bataille politique. Vous dites, est-ce qu'on peut dire que c'est un budget vraiment vert, comme le dit le gouvernement, comme le dit Michel Barnier, comme le dit Laurent Saint-Martin? Puis de l'autre côté, il y a Agnès Pannier-Runacher qui dit attention, si je vais regarder quand même mon budget, parce que si ça ne correspond pas, j'en tirerai les conséquences. Donc vous dites quoi? Moi j'ai regardé un petit peu ce qui est sorti. En fait, tout ce qui est subvention éolien solaire n'a pas bougé.
mais tout le reste a effectivement diminué. Subventions pour les voitures électriques, tout ce qui était effectivement les aides sur le climat et autres. Donc, je pense que l'inventaire, à ce stade, on va voir après la discussion et les débats qui ont lieu en ce moment, à ce stade, oui, il y a quand même un sujet sur le budget de la transition énergétique pas vraiment, et écologique. Alors, sur cette taxe sur l'électricité, qu'est-ce que vous pensez, Anne Le Vergeon ? Est-ce qu'il faut... en même temps, il faut bien trouver de l'argent, hein, le prendre quelque part. Donc, ça 3 milliards, si jamais la taxe sur l'électricité il est augmentée selon ce qu'on trouve dans le budget 2025. Et puis, vous avez le Rassemblement national, pour une fois d'accord avec le nouveau Front populaire, qui dit « Ah non, mais attendez, c'est un scandale d'État, c'est impossible, et tout. » Vous, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que le gouvernement, il a raison ? Ou alors vous pensez que là, il pousse quand même le bouchon trop loin ? Ah ben le bouchon, oui, le bouchon a quand même évolué. Quand on regarde, en fait, là aussi, faut un peu dézoomer, reprendre des périodes un petit peu longues. Quand on regarde entre 2009 et 2020, on a eu en France une augmentation du prix de l'électricité de 50%. Alors principalement, d'ailleurs, quand on regarde, c'est principalement les subventions éoliens solaires et leur raccordement, parce qu'il faut faire beaucoup de tuyaux pour arriver de manière diffuse à... Voilà. Et quand on regarde ce qu'il y a d'ici 2040, annoncé par RTE et Enedis, on a encore énormément de choses. Les transporteurs d'électricité. Hein. Voilà, toujours de l'électricité. Alors, avant la crise de 2021, le prélèvement, puisque en fait le prix de l'électricité, c'est 3 grandes masses. Oui, c'est 3 tiers. C'est le prix de l'électricité lui-même, ça fait 1 tiers, c'est 1 tiers tout ce qu'il faut pour le raccordement, donc c'est RTE, c'est Enedis, tous les distributeurs, et 1 tiers de taxes d'État, il y en a 6, dont la TVA, qui ont eu tendance, elles aussi, à s'alourdir. Alors, avant la crise, on était à une taxe, une TURP, pour parler français, de 32 € par mégawattheure. Et puis, pendant la crise, avec le bouclier qui a été mis en place, on est passé à 1 €. Janvier, février 2024, on repasse à 22 €. Bon, la demande d'Agnès Pannier-Runacher, c'était de revenir à ce qu'il y avait avant 2021, c'est-à-dire 32 €. Là, dans le projet de budget, on est à 44. Oui. Bon, donc c'est quand même très significatif dans une période où le prix de l'électricité a certes baissé, mais pas beaucoup dans ce qu'on appelle là aussi. Et au 1er février 2025, on devait avoir quand même cette hausse de la TURP. Voilà, et des tarifs régulés de vente qui restent quand même assez significatifs, alors qui vont baisser un peu en février. Mais enfin, on paye notre électricité aujourd'hui très cher, avec cette interrogation de beaucoup de Français. On a fait cet investissement formidable dans le nucléaire. Pourquoi aujourd'hui on n'en profite pas avec des tarifs plus faibles que les autres ? Alors, pourquoi ? Parce que très souvent, c'est le prix du gaz, le prix marginal, le coût marginal, le prix du gaz qui a donc très fortement augmenté, qui s'impose au prix de l'électricité. Et donc, on se retrouve avec une électricité qui est globalement très décarbonée. Hein. On a 90% de notre électricité qui est décarbonée. Donc ça, en France, on peut se réjouir grâce au nucléaire et grâce à l'hydraulique. Est-ce qu'il faut continuer à faire des efforts surhumains pour faire plus d'éolien et plus de solaire de manière très marginale pour notre décarbonation, mais à grands frais pour ceux qui payent, puisque dans les 15 prochaines années, RTE et Enedis nous promettent grosso modo 400 milliards d'investissements en plus nécessaires pour des nouveaux raccordements, en particulier, au moins la moitié, pour des nouveaux raccordements éoliens et solaires. Je sens à votre air à votre ton un peu dubitatif que vous pensez que c'est excessif. Quand je vois que la France, à la demande d'ailleurs d'associations françaises, que je trouve un peu choquant, a été condamnée à payer 500 millions d'euros d'amende parce qu'il n'y avait pas assez d'éolien et de solaire, alors qu'on est un champion de la décarbonation européenne, je me dis quand même que là, il y a de l'idéologie très loin de celle des États-Unis, qui est au contraire très pragmatique et qui dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, essayez de décarboner et effectivement, on vous aidera. Donc la taxe, vous dites, il ne faut pas l'augmenter.
faut pas augmenter, que ça soit c'est à la représentation nationale d'en décider. Oui, non, mais vous connaissez très bien ces questions énergétiques. La différence entre 22 et 32, c'est 5 milliards. Ouais. Et la différence entre 32 et 42 ou 44, c'est 5 milliards de plus. Donc ça fait c'est les 10 milliards sur les 60. Ouais. Alors après, faut-il 60 milliards d'économies ou pas? Est-ce que 40 ne suffirait pas? Ça nous emmènerait très loin. Exactement. Et il nous reste quand même une partie intéressante parce que maintenant, vous êtes coprésident de la commission simplification et réforme de l'État au MEDEF. Est-ce que c'est au MEDEF de s'occuper de la réforme de l'État ? Alors d'abord, je suis avec Thierry Mallet, qui est le coprésident avec moi de cette commission. Ouais. Oui, je pense que c'est à tout le monde de s'en occuper et aux Français de reprendre espoir. Non, aux Français, mais vous, à la limite... L'État, finalement, quand on regarde le budget de l'État, quand on regarde l'État, par rapport à 1958, il s'est complexifié, mais on n'a jamais réfléchi à de quoi a-t-on vraiment besoin. Alors, quand je dis complexifié, vous prenez le Code du commerce en 1965 et vous prenez le Code du commerce aujourd'hui, c'est pas vraiment la même taille. Je peux faire ça avec tous les codes. Et en fait, au lieu de se dire, en fait, on est coincé aujourd'hui entre deux extrêmes. Soit il faut augmenter les impôts, les taxes, ce qu'on discutait dans l'urgence, c'est ce qu'il y a de plus rapide, dans l'urgence, etc. Soit il faut quelque part supprimer un certain nombre d'aides, de subventions, etc. Tout à fait. Mais alors, il y a eu le plan de simplification qui a été présenté le 24 avril 2024, le plan d'action avec 50 mesures, du reste qui reprend son chemin au Sénat. Là. On a beaucoup travaillé justement avec le Sénat, avec Bercy à l'époque, pour savoir comment on pouvait être plus efficace et donc moins cher, parce qu'on peut faire beaucoup de choses moins cher. Mais est-ce que vous avez identifié 2-3 points, je dirais, rapides et efficaces? On en a. Alors, d'abord, on a deux problèmes. Le premier problème, si je veux être simple, c'est le flux. Il arrive un nombre de lois en France hallucinantes. Ouais. Et les lois, en général, quand vous comptez en moyenne, elles sont 2 fois plus longues qu'il y a 20 ans. Donc on n'arrête pas de faire une inflation législative. Donc ça, c'est le problème du flux. Après, il y a le problème du stock. Alors le stock, quand vous regardez le nombre de normes que l'on a, c'est effrayant. Alors, soyons très pratiques. Nous sommes le seul pays qui surtranspose les directives européennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a une directive européenne qui nous demande... Oui, ça on connaît quand même, oui. Alors, surtransposition, parce que chaque ministre se dit... en charge, se dit c'est une opportunité fantastique de donner mon nom à la loi de surtransposition. Là, on a un exemple frappant, Anne Levergeon, et en plus, parce que c'est la bête noire des chefs d'entreprise, c'est la fameuse application de la directive CSRD, de la directive européenne, sur tous les éléments extra-financiers, qui est un véritable casse-tête pour les entreprises. Michel Barnier, dans une interview au JDD, au Journal du Dimanche, il a dit il faut réfléchir peut-être à un moratoire, ou une forme de moratoire sur 2-3 ans. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça quand même. Oui, moratoire, ou de manière beaucoup plus simple, je dirais. Les Italiens l'ont fait, parce qu'ils étaient un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils en rajoutaient toujours. Et par la loi, ils se sont interdits de rajouter quoi que ce soit à une transcription européenne. Ouais. Ça fait partie des choses que vous allez préconiser. C'est très simple de faire ça. Oui, c'est très simple, et je peux vous assurer, on s'éviterait bon nombre de normes, bon nombre de mesures, d'ailleurs plus ou moins bien appliquées, plus ou moins applicables, qui sont créées. Et puis il faut qu'on arrête de penser que les ministres, arrêtent de penser que mettre son nom sur une loi, que ça soit un fait divers, que ça soit n'importe quoi, mais vous avez bien, sert à quelque chose. Oui. Mais à part ça, alors, vous travaillez concrètement sur quoi ? Alors on travaille, vous avez cité des mesures qui avaient été proposées par initiative du Sénat, qui ont été reprises par Bercy. On a beaucoup travaillé sur le sujet. On essaie de trouver des initiatives qui effectivement améliorent la vie des entreprises. Mais par exemple, est-ce que vous travaillez sur la question, parce que c'est sur les aides aux entreprises, parce que c'est un débat sans fin, pour savoir si la conditionnalité des aides aux entreprises, c'est au cœur du budget, pour le coup, de la sécurité sociale, parce que sur les exonérations d'aide. Est-ce que vous travaillez là-dessus aussi pour voir sûr. Là, alors, pourquoi les entreprises ont besoin d'autant d'aide, puisqu'on dit c'est entre 160 et 180 milliards d'euros,
si on leur dit, ben non, à la limite, il y a 50 milliards de moins, mais qu'est-ce qu'il faut de l'autre côté, du côté de l'État? Mais la simplification, je reviens au début de notre conversation sur ce qui se passe aux États-Unis et l'IRA. L'IRA, il n'y a pas de dossier à faire pour demander quoi que ce soit, il n'y a pas des dispositions, vous rentrez dedans, vous rentrez pas dedans, enfin tout ça est très compliqué. Non, c'est juste un geste fiscal. Et vous avez une simple feuille, et c'est fait. Et dans des conditions financières formidables. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de vouloir faire le dispositif parfait, qu'on rajoute à tous les dispositifs existants, et qui rendent le sujet totalement incompréhensible. Les normes, c'est pareil, la multiplication des normes. Moi, j'ai été très, très frappée par le fait que, regardez les manifestations du monde agricole, ils ont exactement les mêmes demandes que les entreprises. Ah ben non, mais c'est 4 fois pire. Une demande de simplification, une demande de moins de normes et de respirer. Mais si vous aviez là, si vous en avez 3 ou 2 ou 4 mesures qui vous paraissent emblématiques de ce qu'il faut faire et que vous allez proposer, ça serait quoi pour cette commission de la simplification? Si j'en choisis 3, je renonce à 50, donc je vais avoir des problèmes avec tous ceux qui défendent. Nous, on pense qu'il y a des secteurs sur lesquels il est urgent de simplifier. On parlait d'énergie, je vais vous donner quelque chose de très concret. Logement, chauffage. Alors, logement, d'abord, c'est vraiment l'endroit où on a inventé un lacis de normes qui étrangle ce secteur. Donc, il y a urgence à simplifier de manière générale. Mais prenez, par exemple, le chauffage des logements. Alors, il faut qu'on soit cohérent. On veut décarboner. On veut effectivement faire mieux. Eh bien, aujourd'hui, la fiscalité sur le gaz est plus accommodante que sur l'électricité. Absolument, oui. Ça, c'est des simplifications. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision globale qui s'applique sur tous les sujets? Est-ce qu'on est capable aussi d'avoir une approche qui ne soit pas une approche négative? Alors ça, je m'explique aussi. Prenez au niveau européen comme au niveau français. Au niveau européen, la politique énergétique, elle est gouvernée par des oukases. Il faut faire tant d'éolien, il faut faire tant de solaire, et des sanctions, des pénalités, tout un système finalement coercitif de gens qui étaient anti-nucléaires, qui étaient anti-hydrauliques. Est-ce qu'on pourrait quelque part se dire que l'initiative individuelle, dans un système beaucoup plus simple, serait quand même une bonne idée? Alors, certains pays européens ont attaqué le sujet, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne est en train de le faire. Je pense qu'il faudrait qu'on s'y mette et qu'on pourrait faire des grosses économies. Et résultat des courses, c'est quand pour votre commission? Votre commission au MEDEF, quand est-ce que vous allez sortir le livre blanc de la simplification ou je sais pas, ou demander que ça s'applique? On attend avec impatience le retour de cette proposition de loi du Sénat, qui n'est absolument pas, c'est un début de travail, c'est pas du tout la fin. On aimerait beaucoup, nous on pense que c'est aussi une question de méthode, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à Matignon, parce que ça se joue à ce niveau-là, il y ait une sorte de système qui s'organise et qui fasse la garde de triage. Un nombre de lois oui, mais enfin, on se souvient de Guillaume Poitrinal, Thierry Mandon, qui dépendait de Matignon et qui se faisait bloquer par tous les ministres. Ah, mais ça a très bien marché, c'est très intéressant, 2013-2015. 2015, il y a eu le terrorisme, on n'est pas capable dans les 2 sujets à la fois, donc tout ça a été abandonné. Oui. Bon, bon courage, on a envie de vous dire. Absolument. Merci de votre éclairage. Donc on a noté qu'en fait, il y a une sorte de consensus énergétique sur le fait que les États-Unis deviennent le premier producteur d'électricité et de gaz. C'est important. Pétrole. Merci. Pétrole, bien sûr.